Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes réunis au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Les pronostics du galop, ce sera avec Gilles Barbarin en direct depuis Clairefontaine-Deauville, Kevin Nicole de The Turf. Le trot, ce sera avec Alexandre de Koutman et moi-même. Un invité, vous le savez, Philippe Boutlara, vice-président de France Galop, vice-président de la Fédération nationale des courses hippiques et président de la Société des courses de Vichy. Société des courses de Vichy, dont Radio Balance sera partenaire pour la grande semaine du galop qui aura lieu dans une quinzaine de jours. On y sera tous les jours avec Gilles Barbarin, Cédric Philippe et Guillaume Coves. On aura l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine. En attendant, l'actualité, c'est la douche froide. La douche froide que prennent tous les socioprofessionnels à la lecture des résultats du PMU. Il manquera 13 millions, résultat net qui devait être versé pour l'année 2024. On annonçait, on va être très précis sur les chiffres, puisque le résultat net a été revu à la baisse, on annonçait 851 millions. Il manquera finalement à date, c'est-à-dire début juillet, 13 millions pour commencer. Et on en sera donc à 838 millions. Ce n'est pas terminé. Vous savez que si les chiffres ont été bons en mai et en juin, c'est parce qu'il y avait une fenêtre de tir. Celle-ci s'est refermée avec le début de l'euro, encore qu'on s'en sort bien, puisque l'euro, Samy Boisa, vous avez vu que ce n'est pas un euro qui sauve en termes sportifs, c'est très pauvre, pas de but. Les Oui, gens jouent sur l'euro et sur le football quand il y a des buts. Là, il n'y en a pas, ou alors des CSC, on ne prend pas de pari sur les CSC. Les CSC, c'est pas faux. les contre son camp. Donc, on s'en sort bien et ensuite, on va bien évidemment avoir la trêve olympique qui n'est pas une trêve pour les opérateurs de jeu. Alors, certes, les gens ne jouent pas sur les Jeux olympiques, mais en tout cas, c'est extrêmement chronophage. On se met devant la télévision et quand on est devant la télévision à regarder les épreuves sportives, on n'est pas devant les courses à regarder et qui dit a. Donc, baisse du résultat net prévisible et à charge et à responsabilité des sociétés de course et des sociétés mères principalement de, de revoir leur budget, un budget qui était quand même à la base assez modeste, puisqu'on prévoyait pour 2024 une hausse de 2%, et on n'y est pas, on est négatif. À ce sujet-là, on va peut-être, alors que l'on a célébré en Normandie le mois dernier les 80 ans du débarquement, lancer un message un peu à façon de Radio Londres, à savoir les carottes sont cuites. Vous irez voir sur Google et sur Wikipédia ce que signifie ce message qui avait été lancé quelques jours avant le débarquement. Les carottes sont cuites. Il se passe des choses au trot, des choses un peu particulières, avec un point de règlement qui a été pris le 6 juin. Ça a été publié le 6 juin. Un règlement qui oblige les socioprofessionnels à revoir tous les carnets signalétiques de leurs chevaux. Parce que s'il s'avère que dans ce document d'identification, une marque établie par le vétérinaire lorsqu'il a vacciné principalement a été raturée, surchargée, corrigée, ou lorsqu'elle peut prêter à confusion, il est possible que le cheval soit déclaré non partant avec une amende à la clé de 500 euros. Et c'est la mésaventure qui est arrivée mardi soir à Cabourg avec un socio-professionnel, Dimitri de Jésus-Reis, qui a vu son cheval interdit de courir, tout simplement parce qu'il y avait sur un vaccin qui avait été fait au mois de juin 2024, une rature. Le vétérinaire avait mis 20 mai 2024, 20-05, 23, pardon, 2023, 20-05, 23. Il avait raturé le 5 et il avait mis un 6 à la place. Alors, c'est tout à fait lisible lorsque l'on regarde ce livret. Dimitri Desjésus me l'a envoyé. C'est tout à fait lisible. Mais par rapport à certains commissaires, cela n'est pas passé. Dimitri de Jésus-Reis nous a contactés pour qu'on en parle et on va le recevoir pour qu'il nous raconte sa mésaventure. Dimitri de Jésus-Reis, bonsoir. Merci d'accepter l'invitation de Radio Balance. On a été contacté François Lemoine qui nous a raconté votre mésaventure. Vous m'avez appelé mercredi pour nous dire que vous regrettiez que votre cheval, c'est In Love Réglisse, mardi à Cabourg, a été déclaré non partant parce qu'à la lecture du livret signalétique, il y avait une légère rature. Vous l'avez envoyé cette copie du livret. Légère rature. Je vais reprendre votre SMS. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, on est chez les fous. On va en parler ensemble.
Alors, Dimitri, voilà, c'est un vaccin établi le 21 mai 2023, vaccin qui concerne je ne sais quel produit. Alors, légère rature parce que le veto s'est trompé sur la date. A priori, si on lit en dessous, c'est 21-07-2023. Et de ce 21-07-2023, il a fait un 11-6-2023, ce qui rend la deuxième écriture tout à fait lisible. Mais aujourd'hui, cela ne passe plus. Vous allez C'est nous ça. raconter comment cela s'est passé. Je vous dirai un petit peu quel est notre ressenti. Je vous donnerai les informations que j'ai pu recueillir par rapport à ce problème auprès de la société Le Trot. Donc, vous allez à Cabourg avec Illovre Église pour courir votre course. Vous laissez votre livret au secrétariat comme on fait à l'accoutumée. Vérification. Et là, C'est on vient ça. vous voir, monsieur, il y a un problème. Ouais, tout à fait. On m'a appelé, donc j'ai eu messieurs les commissaires qui m'ont informé de la nouvelle loi qui rentre en vigueur au 1er juillet de cette année. Mm. Comme quoi toute rature, rayure, voilà, était punissable d'une amende de 500 € et surtout du fait que le cheval ne peut pas courir participer à l'épreuve sportive. Donc là, D'accord. je suis resté dénu. Mm. C'est même pas possible. J'ai dit, moi, j'étais formé nulle part. Alors d'après messieurs les commissaires, un bulletin est sorti mi-juin sur le fait Mm. que c'est une nouvelle réglementation. Voilà, donc au moment où je lui ai expliqué, j'ai pas beaucoup de chevaux, j'en ai un à courir. Je ne passe pas ma vie sur Infonet à regarder Mm. tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a un gros manque d'informations là-dessus. Donc, je lui ai dit, mettez-moi un avertissement, mais laissez-moi courir. Je lui ai dit que c'est le seul que j'ai à courir, c'est lui qui me fait manger tous les jours. Vous n'allez pas m'interdire de courir. En plus, je suis favori, on est PMU, on est à Mm. Cabourg, il y a tout ça. Mettez-moi un avertissement, et puis ça va être réglé demain, l'histoire du vaccin. Mm. Bon, il a été intraitable là-dessus. Moi, je respecte les lois, je fais ce qu'on me dit de faire. Voilà, il n'y a pas le choix, monsieur, vous êtes non partant, vous avez votre amende. Merci, au revoir. Alors, vous avez raison de le préciser. Vous avez eu sans doute affaire à un fonctionnaire zélé. Cet avis, il a été publié, il a été courant juin, avis aux entraîneurs. Je vais vous le lire intégralement. Ça peut être utile à d'autres qui nous écoutent. Avis aux entraîneurs. Rappel important. Bulletin de la Société d'encouragement au trotteur français du 6 juin 2024. Pour cheval, dont les mentions des vaccinations apposées sur le feuillet vaccination du document d'identification sont raturées, surchargé, corrigé, ou prête à confusion sans qu'un vétérinaire n'ait certifié par écrit la date exacte de vaccination et tamponné cette dernière, n'est pas admis à prendre part à une épreuve régie par le code des courses au trot et une amende de 500 € est infligée à l'entraîneur. Il est vivement recommandé de bien vérifier les feuillets vaccination des documents d'identification de vos chevaux. Alors, les vétérinaires, on s'adresse à eux également, ont intérêt à bien écrire parce qu'à la moindre rature, il sera obligé de faire, si j'entends bien, il sera obligé de faire une attestation comme quoi il a bien à date vacciné le cheval pour contre telle maladie et d'y mettre son tampon. On ne va pas en sortir. Et là où je suis choqué, je ne sais pas si vous en avez parlé aux fonctionnaires ou à l'employé de la société de course de Cabourg qui vous a interdit de courir. Là où je suis choqué, c'est que il y a antériorité, c'est-à-dire que ce point de règlement est Tout à fait. rétroactif et on va chercher une vaccination qui datait de plus d'un an, hein, puisqu'elle est C'est ça. datée Mm. du mois de juin Et sur leur 2023. loi, on ne sait pas si voilà, que c'est rétroactif à partir de quelle date. Est-ce que parce que ça aurait pu être très bien à partir du 1er juillet, ou alors vous faites attention qu'il n'y ait pas de rature ou de rayure. Mais là, il va me chercher une date antérieure, il y a un an. Donc, je vois pas trop l'intérêt en fait de cette loi parce que au final, il va y apporter beaucoup de non-potents dans les jours qui viennent parce que il y en a combien de vétérinaires que voilà qui se trompent sur une rature et ils corrigent. Des Ils gens ont qui pas- achètent des chevaux, même Bien qui vont sûr. acheter des chevaux jamais, qui Mm, vont avoir ce problème-là, qui vont avoir des carnets raturés. Comment ils vont mm, faire ces gens-là? mm, mm. Ils vont Donc, pas courir, ils vont prendre 500 € d'amende. eh ben, Donc, à un moment, semblerait-il on que peut oui. payer. En plus, c'est même pas une faute de l'entraîneur ou de qui que ce soit, c'est la faute du vétérinaire, tout Mm. simplement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se retourner quand même contre les vétérinaires pour une. Eh bien, Bon, moi, c'est quand même un gros manque à gagner, moi. Moi, je vous dis, c'est le seul mm. qui me fait manger, c'est le seul que j'ai à courir. Donc, j'étais favori, voilà. Je pense que le cheval était très bien pour lutter pour la victoire. Donc, vous faites le calcul du prix, plus l'amende, plus ci, plus ça. Moi, ça me fait beaucoup d'argent au final, cette histoire, hein. Mm. Donc, j'ai adressé, parce que Guillaume Mopa est très occupé, Guillaume Mopa, directeur technique du Trot, quelques textos à Guillaume Mopa. Bonjour Guillaume, le cheval a été déclaré non partant. Je lui avais adressé la copie de votre carnet signalétique. Le cheval a été déclaré non partant mardi à Cabourg à cause du léger raturage sur la date du vaccin, parce que c'est vrai que ça ne rendait pas
la date illisible. On me dit que la Bien sûr. réglementation a changé au 1er juillet. Quesaco, M. Mopard m'a répondu oui, c'est exact. La réglementation a évolué. Toute rayure sur un livret mettant en cause la sincérité d'une date doit être attestée par le vétérinaire pour certifier la bonne date. Je lui ai reposé la question, toujours par SMS, et c'est rétroactif avec un point d'interrogation, ce à quoi il m'a répondu on regarde les vaccinations sur les 2 dernières années, c'est-à-dire qu'au 1er juillet 2024, on a pris on a changé le règlement qui peut vous emmener jusqu'au 30 juin 2022. Ça me semble cette histoire un peu particulière. J'ai eu également, Dimitri, pour répondre à votre interrogation, Stéphane Meunier qui me dit c'est vrai que la commission du Code a pris cette décision. Alors Stéphane Meunier, qui est membre de la commission du Code, m'a dit cette mesure-là, elle est passée en 15e point. A priori, le soir tard, un peu comme ces décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale quand il n'y a plus personne dans l'hémicycle. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé et puis on a voté pour, mais on n'imaginait pas qu'on allait arriver à ce pataquès-là. Ce qu'il me dit aussi, c'est que l'amende de 500 euros, qui est quand même, c'est de l'argent, l'amende de 500 euros, certains entraîneurs ont réussi à se la faire supprimer. Je ne sais pas si vous avez entamé des démarches vis-à-vis du trot par Bah rapport à cette non, amende de 500. j'ai contacté Stéphane Meunier qui m'a dit qu'il allait voir Mm. Monsieur Mopin. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai échangé quelques messages. Il m'a dit qu'il le voyait lundi. J'ai rappelé la société ce matin pour avoir une conversation avec Monsieur Mopin. Alors aujourd'hui c'était compliqué. Il avait pas mal de réunions, mais qu'il allait certainement m'appeler lundi. Et oui, j'aimerais quand même qu'on m'enlève ces 500 euros quand même, parce que Ah ben pour voilà. moi, j'ai pas fait de faute professionnelle. Voilà, la faute professionnelle, elle est plus au vétérinaire qu'à moi, je pense. Déjà qu'ils m'ont quand même amputé le fait de pouvoir courir, plus de 500 euros, ça fait un peu beaucoup quand même. Bien d'accord, merci. Merci Dimitri Legis. Ça nous fait pas tirer vers le haut, tout ça. Je trouve que ça nous fait plus Là, on est bien mal qu'autre d'accord et chose. c'est pour ça qu'on parle de ça dans Radio Balance. Je rappelle, Dimitri, que vous avez 41 ans, vous êtes installé dans le Calvados, vous louez un barn chez Charles Cullier et que vous avez une petite dizaine de pensionnaires. Hein. Vous n'êtes pas une écurie mammouth qui peut se permettre de perdre 500 euros et éventuellement l'allocation vainqueur, puisque vous étiez favori de votre prix de série sur l'hippodrome de Cabourg, sur un coup de dé. On a bien compris cela. Merci Dimitri pour votre témoignage et puis on va suivre votre affaire avec In Love Réglisse et cette interdiction de courir. Merci à vous. Comment vous avez fait par rapport à ce point de rature? Vous avez rappelé le vétérinaire pour lui demander qu'il vous fasse un certificat? Oui, elle va venir là cet après-midi, elle va me rectifier le vétérinaire pour qu'il puisse continuer à courir, parce que sans ça, ben, on va être dans le même cas. Bon, On n'a pas le choix. merci Dimitri. Pour parler des commissaires, alors il se passe de drôles de choses, c'est sur l'hippodrome de Chartres. Alors Chartres, c'est quand même un hippodrome de première catégorie, situé à une centaine de kilomètres de Paris. Et on a vu un truc absolument époustouflant. C'était samedi ou dimanche dernier. Dimanche dernier. C'était dimanche dernier, une course au trot monté remportée par Damien Beaune qui montait le favori. Le cheval était favori. Et en fait, c'était pas un cheval, c'était un kangourou. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. C'est-à-dire que la moitié du parcours, le cheval l'a fait au traquenard. Et regardez les images. C'est pourtant, je l'avais joué en plus. Oui, non, mais vous l'aviez joué. Mais bon, le cheval n'est juste pas affichable. C'est-à-dire que la moitié du parcours, il est au grand traquenard. Tout le monde le voit. Je t'ai croisé des Tous fois les pour que. commissaires. Non, mais là où il y en a marre, c'est qu'à Chartres, ils sont coutumiers du fait. C'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec ces gens-là. Et là où c'est pas tolérable, c'est qu'on n'est pas à Castéra-Verduzan. On est à Chartres, à moins de 100 bandes de Paris. Et généralement, ce sont des commissaires et SCF. Donc, il faut quand même être un peu sérieux. Merci Dimitri. Merci à vous. Je vous libère. Au revoir. Allez, Chartres, c'est fait. Les livrets signalétiques et les vaccins, c'est fait également. On va maintenant retrouver notre invité titre, Philippe Bouchara. Je le rappelle, vice-président de la Société des courses de Vichy, vice-président de France Gallo en charge des régions, vice-président de la Fédération nationale des courses hippiques. Il a beaucoup de choses à nous dire sur son meeting, sur le Festival du Trot qui s'achève, la grande semaine du galop dont Radio Valence sera partenaire. Et puis, on va faire un tour d'horizon de l'actualité. On va parler notamment du jeu, de l'organisation des courses en général. Allez, Philippe, je vous retrouve. Bonsoir Philippe Bouchara. Bonsoir Dominique. Alors, pas vous faire rappeler un peu vos titres. Vous êtes tout d'abord, ce qui vaut votre présence principalement dans cette émission, vous êtes président de la Société des courses de Vichy, vice-président de France Gallo en charge des régions, vice-président de la Fédération nationale des courses hippiques. Ça fait beaucoup pour un seul homme, Philippe.
Bon, ça fait beaucoup, mais c'est assez en rapport. Vichy, c'est en région. La vice-présidence en charge des régions, c'est travailler avec tous les hippodromes des régions. Et la FNCH, c'est ce qui couvre aussi les régions. Donc, on ferme la boucle comme ça. Donc, c'est beaucoup, mais c'est passionnant. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez imaginé quitter la présidence de Vichy, dans le sens où l'un de vos homologues, à savoir Arnaud de Seyssel, lorsqu'il a été nommé vice-président de France Gallo, a laissé de côté la présidence d'Aix-les-Bains, où ont eu lieu des courses cette année. Est-ce que vous, de quitter la présidence de la Société des courses de Vichy, ça a, à un moment donné, fait sens dans votre esprit? Non, parce que c'est Vichy qui m'a mené finalement à cette voie. Et puis, je trouve que c'est toujours bien de continuer à être en rapport avec les professionnels sur un hippodrome. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'Arnaud de Seyssel a quitté Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est un hippodrome auquel il est très attaché, mais c'est un hippodrome où finalement il était moins compliqué de trouver un successeur que sur un hippodrome comme Vichy qui organise quand même 40 réunions par an. Et c'est un peu plus difficile. Et puis moi j'aime bien le contact avec les gens, et Vichy, j'ai pas encore fini ce que je voulais faire. Donc voilà. Vichy. Je peux envisager de quitter Vichy. Alors des choses ont changé à Vichy cette année. D'abord, on a le siège de la Société des courses de Vichy a quitté le centre de la cité pour rejoindre l'hippodrome de Bellerive. Et faut rappeler que toutes les infrastructures de Vichy appartiennent à France Gallo. Tout à fait, c'était plus simple. Historiquement parlant, il y avait un siège en ville et un hippodrome de l'autre côté de l'Allier. Et pour les équipes, ça devenait de plus en plus compliqué d'aller, de venir pour les rendez-vous commerciaux en dehors des courses. Ils étaient obligés de prendre la voiture, d'aller sur Bellerive. Enfin, ils perdaient 1 heure de trajet à peu près dans les deux sens. Et aujourd'hui, ce sera au mois de septembre, puisque au mois de septembre, on s'installera définitivement sur l'hippodrome dans les nouveaux locaux. Et c'était une façon de rationaliser un peu à la fois le temps des équipes et puis de permettre aux clients et à tous les clients qui veulent venir organiser des séminaires, des foires, des fêtes sur l'hippodrome de Vichy, de pouvoir être en contact plus rapide avec les équipes. Le mois de juillet, c'est l'un des temps forts de la saison à Vichy, avec une semaine du trot qui vient de s'achever. Vous en tirez quel bilan? Le bilan est plutôt assez bon. Alors, c'est vrai que j'ai mon ennemi principal qui est le climat par rapport au public, qui n'est pas forcément de notre côté à l'heure actuelle, puisqu'on a quand même un climat un peu particulier entre chaud, pluie, chaud. C'est pas que chez vous, c'est un peu partout. Le jour où on a des courses, c'est comme ça. Mmh. Donc, c'est sûr que pour le public, quelque part, c'est pas forcément la meilleure des choses. Après, pour les professionnels, quand la caravane passe, tout se passe bien finalement, les courses se passent et c'est le principal. Les courses se passent, le jeu est pris. Et voilà, c'est pour l'institution, ça c'est le principal. Après, pour le public, c'est plus compliqué parce que le climat, c'est à la fois notre meilleur ami et ça peut être assez rapidement notre meilleur ennemi. En tout cas, les plus grands professionnels sont au rendez-vous vichysois, à commencer par Jean-Michel Bazir. Pourquoi avoir nommé un quintet prix Jean-Michel Bazir avec Jean-Michel Bazir au départ, deuxième avec Guématin? Parce que je vais vous la faire assez courte, Dominique, là-dessus. Oui. L'idée, c'est que quand je regarde un programme de course, parfois, ça ressemble plus à un cimetière Nous sommes qu'un d'accord. programme de course. Ah, je vous rejoins, Donc, tout à fait. Je préfère que les gens qu'on met à l'honneur, et c'est vrai que Jean-Michel a détenu le record de victoire à Vichy pendant très longtemps, puisqu'il était à 27, bon maintenant, et je pense que je ferai un prix Mathieu Abrivard l'année prochaine. Vous avez certains drivers, je pense vous parlez de Mathieu Abrivard qui est également désormais l'une des voûtes angulaires de votre programme de trot. Il y a des drivers qui ont dit mais pourquoi Bazir et pourquoi pas moi? Non, il n'y en a pas qui l'ont dit pour l'instant, mais voilà. Puis Jean-Michel, c'est quand même aussi, n'oublions pas une chose, Jean-Michel Bazir reste quand même, c'est le Saint-Martin du trot. C'est la star du trot aujourd'hui, qui reste aujourd'hui le mec le plus connu de nos drivers dans cette activité. Donc, c'est quelqu'un qui a le truc en plus. Alors, il y en a d'autres aujourd'hui qui commencent à avoir le truc en plus et auxquels on mettra, et je remettrai des prix, mais je trouve normal aujourd'hui de distinguer des gens qui sont vivants plutôt que constamment distinguer les morts sur nos programmes.
Le Festival du Trot, ça fait la part belle à tous les hippodromes du centre-est. Hein. Il y a Vichy, il y a Feur, il y a Saint-Galmier principalement. Lorsque l'on compare le Festival du Trot avec la grande semaine du galop, on note qu'on a d'un côté 3 quintés, dans 15 jours on en reparlera, et un seul quintet, un seul événement durant cette semaine du Trot. Est-ce qu'on pourrait faire évoluer la chose de manière à en avoir un peu plus Alors, pour on n'en donner a un peu qu'un plus. seul pendant le festival, mais on en a 5 tout au long de l'année au trot, Non, de j'entends bien, mais je mai parle du à festival. juillet. Donc, non, sur le plan des quintés, je trouve qu'on est plutôt assez bien. On est très bien servi par le trot et on est pas mal servi par le galop Ça aussi. Bon, même si le galop pourrait peut-être en mettre un peu plus, ça c'est sûr. Ça fait pas partie de vos réflexions pour dire de donner un peu plus d'éclat à ce festival du trot que de mettre un peu plus d'événements de quintet plus, principalement. Non, mais je suis peut-être plus en ce moment sur un travail sur le festival pour essayer d'avoir de meilleures, alors je dirais pas de meilleures dates, mais en tous les cas enfin, si je prends l'exemple de jeudi, d'hier, quand vous regardez que sur les 8 courses qu'on a à Vichy, 4 sont en hybride, alors que Vichy est quand même un des hippodromes de région sur lequel le parieur aime bien engager des paris. C'est vrai que je peux me poser la question. Alors, je peux comprendre la décision qui a été prise, parce qu'il y a course en même temps à Paris-Longchamp, à Pornichet et à Vichy. Il y a 3 réunions qui se déroulent un peu en même temps. Je trouve dommage que sur un événement comme le festival, et vis-à-vis des parieurs qui sont présents ici et des gros parieurs qui peuvent être présents sur place aussi, d'avoir une réunion qui soit à moitié hybride et à moitié prise de paris. Mais quand je prends des paris et j'ai commencé à prendre des paris ce jeudi à partir de 21h15, vous le savez comme moi, à 21h15, si je fais 200 à 250 000 par course, c'est un grand maximum. Donc, je trouve ça dommage de mettre des hybrides alors qu'on a quand même beaucoup de partants à Vichy. Voilà, c'est un travail qu'on essaiera de voir l'année prochaine. Je suis pas sûr que ces réunions hybrides soient très très bonnes pour le jeu. Voilà. Pour le jeu et pour l'activité. À Vichy, alors vos oreilles ont dû siffler depuis 3 ou 4 mois. Ça a commencé à Caen lorsqu'on a eu... c'était le prix des Ducs de Normandie qui a eu lieu à moult faux départ, et Philippe Allaire qui dit le driver ici est mauvais, on dirait celui de Vichy, ou c'est pire qu'à Vichy. Le problème à Vichy, c'est, à tort ou à raison, pour le parieur, les faux départs. Comment vous avez solutionné, même si pour l'organisateur de courses consciencieux et soucieux du chiffre d'affaires que vous êtes, un faux départ, c'est toujours de l'argent en plus dans la caisse. Lorsqu'il y en a trop, ça donne pas une belle image des courses organisées chez vous. Comment vous avez imaginé solutionner ce problème inhérent à l'organisation de vos courses ? Et la solution, quelque part, il faut se poser aussi les bonnes questions. Le starter, c'est vrai que de temps en temps, il y a des faux départs. On fait des faux départs à Vincennes, il y a des faux départs à Auteuil, il y en a eu des hier à faux départs Enghien, à Caen, mercredi. des faux départs sur l'ensemble du territoire français. Donc, c'est pas un cas générique. Enfin, même si M. Allaire pense que Caen, c'est pire qu'à Vichy ou aussi bien qu'à Vichy, il faut aussi se mettre dans la tête que je vous rappelle que les faux départs de Caen, ils ont été faits en grande partie par des professionnels. C'est pas toujours, et ce n'est pas que la faute du starter. Ça vient aussi de professionnels qui veulent prendre le meilleur départ, qui parfois n'obéissent pas au starter et n'en font parfois qu'à leur tête. Et c'est ça qui va faire et qui va engendrer le faux départ quelque part. Donc ce n'est pas que le starter qu'il faut mettre en question dans un faux départ. Il y a, à Caen, si je prends l'exemple de Caen, excusez-moi, mais enfin, les chevaux de M. Allaire n'étaient pas les derniers à avoir provoqué les faux départs. Donc, et tout ça parce qu'on ne respecte pas les ordres du starter qui est là pour annoncer l'entrée en piste, la montée pour être le mieux et pour donner le meilleur départ possible. Donc, on essaye d'améliorer justement en mettant des chronomètres, en leur mettant bien les temps qui leur sont impartis pour monter sur la piste, et comme derrière l'autostart quelque part. Derrière l'autostart, aujourd'hui, vous avez de temps en temps des départs qui peuvent être assez étonnants. On voit des faux départs parce que les drivers ne regardent pas le décompte et que on continue à se promener alors que l'autostart doit partir à 0. Et quand il part à 0 et qu'il y a encore des chevaux qui sont à 200 mètres derrière, c'est sûr que tout le monde n'arrive pas à connaître l'autostart.
Donc voilà, la problématique, elle est double. Elle peut être parfois du fait du starter. Et j'ai demandé plutôt aujourd'hui à mes starters, quand ils voient qu'il peut y avoir un problème qui pourrait engendrer un faux départ, de demander aux professionnels de re-rentrer dans l'aire de départ et de repartir ensuite. C'est sûr que c'est mieux de les faire repartir que de faire un faux départ. Ça, c'est clair. Pour refermer la page trop de l'activité de Vichy, est-ce que vous avez déjà une vision sur ce qu'a été l'activité en termes de chiffre d'affaires chez vous? Je n'ai pas encore la vision globale, mais si je prends l'exemple du quintet de mardi, on fait moins 1% par rapport à l'année dernière. En termes de chiffres, l'année dernière, on a fait 11,5 millions sur le quintet du mardi, on fait 11,3 millions, ce qui est aujourd'hui plutôt un très bon résultat sur cette semaine. On en a parlé à maintes reprises, on a même organisé un débat sur la crise des courses, la baisse du chiffre d'affaires du PMU. Comment vivez-vous cette situation récessive, si j'ose m'exprimer ainsi, Philippe Bouchard? Voilà, la situation du jeu, elle est à la fois inquiétante, mais enfin, il n'y a pas que le jeu des courses qui est touché aujourd'hui, parce que si je regarde le marché du jeu en général, hormis sur le sport, il est plutôt un peu déclinant. Mais ça s'explique par pas mal de facteurs. Ça s'explique par le facteur du pouvoir d'achat, ça s'explique par le facteur des vacances, ça s'explique par le facteur de la Coupe d'Europe, ça s'explique par le facteur des élections qu'on a en ce moment et qui préoccupent quand même beaucoup le moral des Français. Après, il y a aussi le climat. Et c'est vrai qu'il faut rester très attentif et qu'il faut essayer de trouver des solutions pour moderniser un peu les choses, pour apporter de la nouveauté aux parieurs. Je crois qu'on a fait une très grosse erreur il y a 10 ans, qui est celle d'avoir abandonné le sport et d'avoir voulu faire du PMU un opérateur monoproduit, très axé sur les courses, beaucoup moins sur le sport. Et je pense qu'aujourd'hui, la perte de parieurs qu'on a pu avoir au PMU, des parieurs qui sont partis vers des opérateurs qui leur proposent à la fois le sport, les courses et le poker, alors que nous, on propose des courses et un peu point barre, quelque part. Donc, il va falloir effectivement travailler sur le fait d'avoir un opérateur qui soit multiproduit et plus un opérateur monoproduit comme il l'est aujourd'hui. Un parieur, il parie sur tout ce qu'on lui propose. Donc, il va jouer sur le sport et puis sur la cagnotte qu'il aura eu sur le sport, il jouera sur les courses et vice-versa. Donc, il faut refaire du PMU un opérateur multi-produit et multi-offre. Juste très intéressant ce que vous nous dites, c'est que la récession, lorsque je vous écoute, j'ai l'impression que la récession, elle est... il faut expliquer la récession qui touche les courses elle a des motifs exogènes, cette récession, alors que moi j'ai l'impression que le PMU propose des produits qui pantouflent, c'est-à-dire que vous parlez des solutions qu'il faut apporter, les solutions on les connaît tous. C'est ce que je viens de dire, c'est un peu de moderniser et d'offrir au-delà du fait d'offrir aux parieurs la possibilité de trouver des jeux un peu plus simples. Il faut ramener les courses surtout il faut ramener l'église au centre du village, quoi. C'est pas à vous que je vais apprendre, Dominique, que les courses, c'est vrai qu'on a fait des courses finalement, parce qu'on est toujours, chez nous, on aime bien toujours parler du passé. On a fait des courses qui étaient un produit de luxe. Il y a 25 ans, il y avait une réunion par jour. Aujourd'hui, vous avez 8 réunions entre 5 et 8 réunions par jour. Donc, ça a évolué, ça a changé. Et c'est vrai que le parieur, on lui a demandé de parier beaucoup plus et on occupe beaucoup plus l'espace. Maintenant, il faut répondre aussi de temps en temps aux demandes des parieurs et aux solutions qu'on peut trouver pour essayer de continuer à développer le chiffre d'affaires. À Radio Balance, ça fait 3 mois qu'on demande par exemple que les gains soient versés immédiatement sur le compte en banque, comme le font des opérateurs concurrents du PMU. 3 mois. Et du PMU, on ne voit rien venir. Les 2 derniers produits qui ont été lancés, à savoir la question du jour et un peu plus récemment, il y a un peu plus d'1 an, le Big 5, ce sont des échecs patentés. On a l'impression qu'on n'y arrive plus. Vous parliez du chiffre d'affaires de votre bloc événementiel qui a fait, si j'entends bien, plus 1 ou moins 1%. Bon, bref, moins 1%.
le Quintet Max est un échec. On perd 4% de part de marché sur ce produit qui est celui qui rapporte le plus de PBJ à l'institution. Et qui et comment? Parce que c'est important ce que vous dites. Parce que, Alors, c'est un échec. C'est un échec dans la progression du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, lorsque vous lancez un produit si on regarde les réunions, il y a quand même des réunions qui se tiennent. Et sur le mois de mai, sur le mois de juin, on a eu quand même d'assez belles augmentations sur le chiffre d'affaires. C'est vrai qu'il y a eu un début d'année, entre guillemets, très compliqué, ça c'est sûr. Sur mai et juin, ça s'améliore. Mais on peut effectivement, on est sur le fait de payer tout de suite, ou enfin de ce dont vous venez de parler. Le PMU travaille beaucoup dessus et je crois que petit à petit, ça s'améliore. C'est pas quelque chose qui... Oui, ils en sont conscients en tous les cas. Parce que notre problème, on en a parlé, alors je me souviens de discussions qu'on avait eues sur RTL où lorsqu'on a commencé à plafonner les gains versés aux parieurs en lui demandant son ribétou, ce qui était une vraie révolution culturelle dans un monde où on était habitué à jouer et à recevoir de l'argent liquide. Justement, ce nouvel outil qui consiste entre vous et moi, Dominique, c'est vrai que je préfère, quand je joue aux courses, avoir l'argent tout de suite. Si je gagne, je préfère qu'on me donne de l'argent plutôt qu'un chèque ou plutôt qu'un ticket qui me sert à rien quelque part. Mais là, finalement, si je vous dis vous avez gagné, derrière, mais pour aller au restaurant, si vous avez pour gagné, acheter un téléviseur ou pour me faire un petit cadeau, c'est plus compliqué. Mais c'est bon, les temps veulent ça aussi. Ça fait certainement partie aussi, Dominique, du fait que les gens jouent peut-être un petit peu moins aux courses, cette espèce d'introspection quelque part de plus en plus latente vis-à-vis des parieurs et des parieurs quels qu'ils soient. L'intéressant aussi, c'est que vous dites qu'il faut revenir au pari sport. Pour tout le monde, un joueur, c'est un malade. Non, un joueur, c'est pas un malade. Un joueur, c'est quelqu'un qui a envie de temps en temps de se faire plaisir. Il y a aujourd'hui effectivement une très petite et très faible partie de la population qui sont ce qu'on appelle des joueurs compulsifs, dont on peut effectivement penser qu'ils ont une réelle maladie par rapport au jeu. Et ces gens-là, c'est vrai que il y a des médecins aujourd'hui qui peuvent tout à fait arriver soigner sur les addictions. Les addictions et les joueurs addictifs, c'est 0,001% de la population des joueurs. Mais par contre, on a l'impression que pour certaines personnes, tout joueur est un joueur addictif. Non, un joueur, c'est quelqu'un qui a envie de se faire plaisir et qui a envie de gagner de l'argent. Et les 3/4 des joueurs engagent des paris qui sont en rapport avec ce qu'ils touchent. Enfin, faut arrêter de prendre le parieur pour un malade. Le parieur, c'est quelqu'un qui veut s'amuser. Donc voilà, c'est tout. Un joueur, c'est quelqu'un qui veut s'amuser de temps en temps. Je suppose que vous avez travaillé, comme toute l'institution de France Gallo, au plan Gallo 2030. Est-ce que ce plan Gallo vous semble en mesure de répondre demain à ce qui fait que l'activité hippique est un peu atone en termes de volume d'affaires? Oui, mais elle est atone pourquoi? Elle est atone aussi, et je pense que l'un des axes prioritaires qu'on doit prendre, c'est un axe autour de l'image. C'est l'image des courses qu'il faut travailler. C'est l'image des courses, c'est la théâtralisation du spectacle, c'est de réfléchir au fait que une réunion de course, ça dure 4 heures, et pendant les 4 heures, vous voyez 14 minutes de spectacle. C'est quand même très très long de rester 4 heures sur un hippodrome. Souvent les gens me disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de monde sur les hippodromes? Je dis, il y a moins en moins de monde aussi parce qu'on offre un spectacle qui dure 14 minutes, mais il faut rester 4 heures pour voir le spectacle de 14 minutes. Donc ça aussi, il faut réfléchir, il faut voir. Aujourd'hui, les gens qui viennent sur un hippodrome, et moi j'ai fait une étude il n'y a pas très longtemps à Vichy, ils viennent pour quoi faire? Ils viennent pour voir des chevaux. Ils en voient quand même assez peu. Les gens, ils ont envie de toucher, d'approcher l'animal. Quand vous voyez qu'au galop, les chevaux tournent 5 minutes et font 3 tours et puis s'en vont. Si vous allez au Japon, si vous allez dans d'autres pays, au Japon, à peine les chevaux sont arrivés de la course précédente que les chevaux de la course suivante rentrent dans le rond de présentation. Donc les gens voient des animaux, voient des chevaux, s'habituent à l'animal, et c'est ça qu'ils veulent voir sur un hippodrome. Donc il va falloir qu'on remette aussi le cheval au centre de l'activité sur nos hippodromes. Et ça fait partie des choses auxquelles réfléchir. C'est l'image, c'est travailler peut-être. Alors tout le monde vous dit, ah oui, mais on n'est plus sur des grandes télévisions. Il y a toujours ceux qui vous disent, on n'est plus sur des chaînes nationales et tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'une chaîne nationale prenne tous les jours là
la retransmission du quintet. Aujourd'hui, il y a des organisations dans les programmes des chaînes. Autant avant, c'était facile. Il y avait un tiercé par semaine. Et c'était l'événement de la semaine. Aujourd'hui, d'un événement par semaine, vous en avez fait 7. C'est sûr qu'il n'y a pas une chaîne généraliste, grand public, qui va accepter d'avoir les courses tous les jours l'après-midi. Donc c'est là où il faut réfléchir à de nouveaux moyens de communication, à une nouvelle façon de communiquer, à une nouvelle façon de travailler et à une modernisation du truc. Et puis il faut parler. Un sport ne fonctionne que s'il a des stars. Aujourd'hui, les jockeys que j'aime beaucoup, en France, en tous les cas, ce ne sont pas des stars. Mais parce qu'on n'a jamais travaillé non plus là-dessus. Et il faut travailler là-dessus aussi. On a quand même l'impression, j'ai déjà dit la semaine dernière, je vais le redire, que les jockeys stars, ceux qu'on connaît dans les pelotons, ne font absolument rien pour leur communication, pour communiquer sur leur activité, sur leur métier, sur leurs champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous dites, ils ont des agents, mais ils sont des agents sportifs. C'est-à-dire qu'ils ont des agents qui sont là pour leur chercher. On n'a leur pas monde. des agents d'image. Est-ce qu'on n'a pas un problème de communication ? Quelque part, a aussi un agent en communication. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas un problème de formation de nos jockeys ? C'est-à-dire, je ne connais pas les cursus de jockeys. Est-ce qu'au Moulin à Vent, on leur apprend à communiquer, à se mettre en valeur ? Parce que l'idée, c'est aussi de se mettre en valeur, pas seulement en gagnant des courses, mais en parlant de ses champions, en parlant bien des hommes et des femmes qui permettent à un cheval de gagner, parce que c'est finalement le jockey, c'est le dernier maillon d'une chaîne. Lorsque je vois les jockeys d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu moins charismatique que ceux que je connaissais hier, un peu moins charismatique qu'un Olivier Pellier. Regardez un truc, je vais reprendre un exemple. Gary Boudboul, il y a 25 ans, c'est à peu près 25 ans, je pense, ou 30 ans. Elle avait mis le cheval dans tous les foyers français. Remporte un quintet. Ouais. Le soir même, elle fait le 20h de TF1. 2 jours après ou 4 jours après, elle commence à faire les grosses têtes avec Philippe Bouvard et elle a la une d'une dizaine de journaux, dont Match, qui fait une sur elle parce qu'elle est la première femme à remporter un quintet. Je passe 30 ans plus tard, Marie Vélon, qui a gagné Groupe 1, qui a gagné des quintets, est-ce que vous avez déjà vu une de Marie Vélon dans Elle, Marie-Claire, Paris Match? Non, jamais. Et ou une page, ne serait-ce qu'une page dans Elle ou dans des journaux féminins, ou dans des journaux généralistes, etc., etc. Non. Donc, il y a un travail que les jockeys ne font pas et que nous ne faisons pas non plus. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire ensemble avec les jockeys. Alors, certes, il faut leur apprendre à communiquer, mais la FASEC leur apprend un peu à communiquer, à parler, à discuter, mais c'est pas la base du travail qu'il aurait inculqué à la FASEC, ça c'est sûr. On va parler du galop. Depuis quelques années, vous essayez quand même de dynamiser vos courses de galop en créant des challenges, les challenges entre les différentes fédérations. Est-ce qu'il y aura justement un challenge entre les différentes fédérations Il y a toujours un challenge entre les différentes fédérations, tant au trot qu'au galop. Alors pour l'instant... Ce qui fait que des mauvaises langues disent que Vichy, c'est un hippodrome marseillais, parce qu'on a beaucoup de professionnels marseillais qui viennent y gagner des courses. Samy Boisard fait un hippodrome marseillais, parce que c'est vrai que le lien entre le centre-est et le sud-est est assez fort, et que le centre-est se déplace beaucoup dans le sud-est, et le sud-est se déplace beaucoup dans le centre-est. Donc là, on pourrait considérer d'ailleurs que le centre-est et le sud-est ne font qu'une seule et même région, parce que on est assez proches, les moyens de communication sont assez simples entre les deux régions. Donc c'est pour ça finalement qu'il y a beaucoup de Marseillais. Mais l'avantage du meeting de Vichy, c'est c'est vrai que les Marseillais viennent s'installer ici, le centre-est, ils sont déjà là. Et après, on a beaucoup de professionnels de l'Ouest, de l'Île-de-France. À l'Île-de-France, pas trop quand même. Alors, du centre d'entraînement de Deauville, on voit peu de gens. De l'Île-de-France, je rebondis sur ce que vous dites. Il y en a pas mal, des Graffard, des Fabre. De l'Ouest, il y a quand même le plus gros entraîneur de l'Ouest qui est... Henri-Alex Pantal qui doit amener entre 20 et 30 chevaux pendant le meeting. Mais à contrario, vous avez des entraîneurs qui vous disent non, Vichy, non, il fait trop chaud. Après, il y en a d'autres qui ne viennent pas. Ouais. Mais on peut revenir à ce que disait Allaire sur les faux départs à Vichy. Vous savez qu'il y a un truc qui colle à la peau de Vichy, c'est le fait que Vichy est un hippodrome qui tue les 2 ans. Oui. Parce qu'il y fait chaud, parce que c'est une cuvette, etc., etc. Au vu des résultats des gagnants, entre autres des Jouvenceau et Jouvencel sur les 5 dernières années, je suis pas sûr que Vichy tue réellement les 2 ans. Alors, les gens disent, ça tue les 2 ans. Il fait chaud, il y a des moustiques, c'est orageux. Oui. Voilà.
C'est ça qu'on dit. Dans tous les cas, Nice, ça les tue. Et apparemment, vu qu'ils gagnent des groupes derrière, je pense que ça les améliore. Dans tous les cas, qu'un bon cheval reste un bon cheval. On a toujours le Grand Prix du mercredi soir, réunion toujours nocturne. le Grand Prix du mercredi soir, mais parce que c'est un événement. Vous savez, il faut arriver, c'est un événement dans la région. Ils savent que le mercredi de la 3e semaine, il y a le Grand Prix sur l'hippodrome en nocturne, avec un énorme feu d'artifice à la fin, avec des animations pendant les courses et avec du monde. Alors, je vais pas le comparer au Prix de Diane par rapport à Chantilly, mais c'est un peu le Prix de Diane de la région, le Grand Prix de Vichy. C'est une réunion qui accueille 10 000 personnes. Hein. C'est une réunion qui accueille entre... tout ça dépend du temps. Quand il fait mauvais, on va en avoir 3 000. Il fait beau, on est entre 7 000 et 10 000. Donc, qui n'a pas à rougir finalement par rapport à la fréquentation d'un Prix de Diane, qui est un événement européen. Non, qui n'a pas à rougir. Mais si je regarde les chiffres de l'année dernière, où on fait 53 000 spectateurs sur l'ensemble de la saison, c'est-à-dire quand même un peu plus de 1000 par réunion, ça fait partie des hippodromes sur lesquels le public aime bien venir aussi. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir un hippodrome à Vichy qu'à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, en tous les cas dans les grandes villes françaises, où il y a quand même une grosse concurrence culturelle, cinématographique, de musées, etc. Vichy, il y a des choses qui s'y passent, c'est sûr, mais sur le plan gros animateurs, dans la région, vous avez l'hippodrome de Vichy et le stade de Clermont-Ferrand et le PAL. Voilà, c'est les 3 gros pôles d'animation qu'il y a aujourd'hui sur cette région. Je vous rappelle que Radio Balance sera partenaire de la semaine du galop. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Exactement, avec Guillaume Covès, Gilles Barbarin. Bien informé on retrouvera, en tous les cas. Voilà, Cédric Philippe. À la fois vos auditeurs et puis... nos auditeurs et nos téléspectateurs, parce que ce sera filmé et diffusé. Ce sera la surprise du chef. Dites-moi une chose, Philippe Bouchara. 3e volet, c'est votre vice-présidence de France Gallo en charge des régions. Le président de Saint-Seine avait fait le constat suivant, c'est qu'il y avait une fracture entre fracture française presque, hein, parce qu'on est quand même dans un système extrêmement jacobin où Paris décide et les régions subissent. Et vous l'avez dit dans Paris Turf, c'était le mois dernier. France Gallo était mal aimé en région. Votre mission, justement, c'est de mieux faire passer le courant entre Thémis et ce qui se passe dans le reste de la France par rapport aux décisions que peut prendre France Gallo. C'est à la fois de faire descendre à destination des régions les décisions qui peuvent être prises à Thémis, mais avant que ces décisions ne soient prises, de remonter un peu les idées que peuvent avoir les régions. J'avais été frappé dans la mandature précédente que toutes les décisions qui étaient prises étaient finalement imposées aux régions sans même avoir pris le temps de discuter avec eux. Après, il y a des décisions à prendre, mais la moindre des choses en tous les cas, c'est d'en discuter avec les régions concernées de manière à la fois désamorcer, expliquer pourquoi ça doit être fait et voir les idées qui peuvent remonter aussi des régions. Donc ça, c'est une des premières missions dans cette vice-présidence que m'a confié Guillaume. Après, les régions, je vous rappelle qu'il y a 140 hippodromes sur le territoire français qui courent en plat et en obstacle. Est-ce qu'il y en a trop ? Aussi, il faut travailler avec eux pour améliorer leurs pistes, améliorer les conditions, améliorer la sécurité. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup à la fois sur la condition animale, à la fois sur l'écologie, à la fois sur les avancées, à la fois sur la sécurité qu'on peut avoir sur les hippodromes. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire avec les présidents bénévoles qu'on a sur ces 140 hippodromes. Alors, vous faites bien de nous parler de la condition animale, puisque samedi, c'est la journée nationale du Race and Care, une journée digitale, si je ne m'abuse. Vous êtes en plein dedans, hein, j'imagine, puisque vous êtes vice-président de la Fédération nationale des courses hippiques. Le Race and Care, alors à Radio Balance, on en parle souvent. On a quand même l'impression, ici, qu'on ne va pas assez loin dans ce que l'on pourrait faire pour le Race and Care. Je m'explique. On a eu l'occasion avec plusieurs intervenants différents de parler des livrets signalétiques des chevaux. Et la demande est générale d'avoir dans ce fameux livret signalétique tous les soins qui sont appliqués à un cheval donné pour le cas où il y a une transaction et qu'on sache exactement ce qui a été fait autour
d'un même animal. Est-ce que Bah, cette approche, oui. qui consiste finalement à tout tracer en ce qui concerne la santé d'animal, c'est une des pistes de réflexion de la fédération par rapport à ce programme Race and Care? Oui, c'est une des pistes de réflexion, effectivement. Mais il y a déjà beaucoup de choses quand même sur le livret signalétique. Il y a toutes les vaccinations qui ont été effectuées. Alors, il n'y a pas effectivement les soins qui ont été, enfin, l'ensemble des soins qui ont pu être administrés à un animal. Et si vous prenez le livret signalétique, il est déjà assez épais quand même. Si demain on reprend toutes les informations, c'est plus un livre hippique, c'est un livre hippique quelque part. Est-ce qu'on peut le doubler Donc là encore, on peut peut-être simplifier les choses. Ça peut être aussi parce que le livret signalétique, un jour ou l'autre, le papier va disparaître. On est bien d'accord. Et ce sera peut-être plus facile si les entraîneurs rentraient ces renseignements et l'ensemble de ces renseignements sur un site dédié quelque part par rapport, et qui serait un site d'ailleurs tenu par Transgallo, sur lequel effectivement on pourrait mettre encore un peu plus d'informations qu'on en met aujourd'hui sur le livret. Transgallo ou peut-être l'IFCE aussi qui a les fichiers de tous les chevaux. Il y a l'IFCE d'ailleurs qui rentre aussi en compte dans l'élaboration des livrets et dans l'élaboration des différents papiers d'identité finalement des chevaux de course. Dernière question, ce programme Race and Care, c'est un programme qui a 5 ans, à peu près. Est-ce qu'on en est, est-ce que tout est déployé ou est-ce qu'on en est encore en phase de montée en puissance? Il y aura sûrement encore une phase de montée en puissance parce que si on regarde ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui autour de la France et même un peu plus loin, il y a quand même un truc très, alors je sais pas addictif quelque part, mais les gens, certaines personnes peuvent de temps en temps s'offusquer que les chevaux et que les jockeys utilisent la cravache plus comme un outil s'en servent un peu trop quelque part. Un outil de sollicitation plus que d'aide. Peut évoluer par rapport à la cravache encore. Et on voit certains pays qui se posent la question de savoir s'il faut encore une cravache sur un cheval. Alors cravache directionnelle, oui, mais cravache pour de temps en temps. De temps en temps, je peux regarder des courses et je me demande pourquoi est-ce que le jockey cravache un cheval alors qu'on voit qu'il est un peu au bout de son truc, quoi. Il a fourni son effort et il ne pourra pas donner plus. Vous pensez que dans 20 ans, on n'aura plus de cravache dans les courses? Alors, on l'a beaucoup réduit aujourd'hui. Je pense qu'il y aura peut-être des idées pour réduire encore un peu plus. Vous pensez que dans 20 ans, on en aura fini avec la cravache, on aura des jockeys sans cravache? On aura toujours une cravache directionnelle parce qu'il y a toujours quand même cette idée, quel que soit le cheval, d'avoir une cravache qui lui permette d'aller droit. Et on le voit d'ailleurs de temps en temps dans les courses. On voit le jockey agiter un peu la cravache devant la tête du cheval, histoire de lui garder la ligne et de lui permettre de conserver la ligne sur laquelle il est lorsqu'il n'a pas un point d'appui comme la corde pour rester appuyé. C'est juste le fait d'avoir quelque chose qui passe devant son œil et qui lui montre que faut continuer à aller droit. Comme un radio-balance avec Samy Boisard, on est obligé de lui montrer le bâton de temps en temps. Les cravaches se sont déjà beaucoup améliorées. Si on regarde les cravaches d'il y a 25 ans et les cravaches d'aujourd'hui, c'est plus du tout le même type de cravache. Il y a 25 ans, c'était des manches à balai. Il ne fallait pas être cheval. Voilà. Comment ? Il y a 25 ans, c'était pour certaines des petits manches à balai. Il ne fallait pas être cheval. C'est clair, il ne fallait pas être cheval il y a 25 ans. C'est clair, donc ça a déjà évolué, ça s'est déjà amélioré. Je pense que ça va encore évoluer et encore s'améliorer. Quel est le temps prévu pour la grande semaine du galop, Philippe Bouchara à Vichy? Ça commencera 15 jours, je vous dirais qu'il fait magnifique tous les jours. Mais là, on annonce du beau, on va vers le beau. Je vous parle, il fait pas trop mauvais à Vichy, mais il a quand même plu hier jeudi. Il a plu un peu mercredi. C'est léger pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une petite bruine. Vichy, de petite bruine, on peut avoir aussi la bruine tropicale. Votre partenaire opérateur de jeu sur l'hippodrome de Vichy, c'est The Turf ou PMU? Non, c'est le PMU. D'accord. Voilà. Vous savez que je suis très ouvert, je ne suis pas fermé aux opérateurs. Il y a des opérateurs, mais voilà, j'ai eu des propositions du PMU auxquelles j'ai répondu positivement. Donc, c'est le PMU aujourd'hui qui est opérateur, qui n'est pas opérateur, mais qui est notre partenaire jeu. Eh bien, très bien. Merci Philippe Bouchara de nous avoir accordé cet entretien. On se retrouvera dans 15 jours on se retrouve dans une dizaine de jours bords de l'Allier, exactement. Ici,
pied, Exactement. bon oeil. Et pour vous faire patienter, on va retrouver les pronostics, notamment de Gilles Barbarin, pour la belle réunion organisée sur l'hippodrome de Deauville, avec notamment le prix Jean Prat. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Les pronos du galop, c'est avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Salut Samy, salut Gilles, bonsoir à tous. Allez, Alors on a un bon week-end galop qui nous attend. C'est un peu le début de l'été. On est de retour à Deauville. Tout d'abord, Gilles, j'aimerais juste revenir sur dimanche dernier. Que vous avez pensé du Grand Prix de Saint-Cloud, la victoire de Bayonneur? Est-ce qu'on était un peu déçu par Zarir ou pas? bah oui, j'étais un peu déçu par Zarir, j'étais un peu déçu par Irésine, voilà. Et du Bayonneur, oui, bah, c'est un vrai bon cheval. Maintenant, je ne le voyais pas gagner, sincèrement, je le voyais plus pour une place. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Hmm. Ouais. Kevin, toi, t'en as pensé quoi? Même on a eu Bright Picture également qui a été qui a bien gagné pour la Réunion. Ouais, moi j'allais parler de la Calmari qui a fait une très bonne perte quand même dans le Grand Prix de Saint-Cloud en n'ayant pas forcément le meilleur parcours. En plus, il s'est retrouvé tout de suite dans la bagarre. Il a très bien couru, il a très bien tenu la partie jusqu'au bout, alors que autant Gilles que moi, on n'était pas forcément chaud dessus. Donc c'est pas mal du tout, je pense. Et puis on va espérer qu'il confirme. Mais c'est vrai que les deux autres étaient un petit peu décevants derrière. Donc, j'espère qu'ils seront capables de remettre les pendules à l'heure lors de leur prochaine sortie. Les résines, bon, on peut peut-être invoquer un train relativement sélectif et surtout un terrain un peu trop ferme pour ses aptitudes, mais sinon, voilà, le meilleur à gagner sur cette course-là en tous les cas. Bon, on m'avait dit on a un week-end à Deauville qui nous attend. On va commencer par samedi, une réunion en semi-nocturne. Alors, bon, on a que seulement deux courses sur gazon, ça va être sur l'herbe, ça va être les deux listed. Un terrain qui était jugé à 3,2. Gilles, il fait beau, non? Non, il fait comment? Oui, il fait un peu lourd et enfin bon, le terrain va être bon, hein, sur le gazon et il va certainement être profond sur la PSF. Voilà, il faudra voir si on peut revenir ou pas sur la PSF. Parce qu'on a une réunion, voilà, à part de course, le reste c'est sur PSF pour samedi. On va commencer avec cette première, le prix Yakolev. C'est une listed sur 1000 mètres pour des 2 ans. Gilles, je crois que tu as vu à peu près tous ces chevaux-là, parce il y en a qui viennent d'Ascot. Oui, je les ai vus, effectivement, je les ai vus à Ascot, hein, le 3, là, le Kevin Philippard de Foix, il a très bien couru dans son peloton, le peloton de Sherholder d'ailleurs. Il a conservé de peu la sixième place, il est allé devant et bon, voilà. Après, c'est pas des premiers plans anglais, hein, mais Mm. enfin, cela dit, Ah hein, oui, oui. c'est qu'une listed. J'ai vu aussi là, il y a Richard Hughes qui a très bien couru dans le Windsor Castle. C'est la plus petite course, hein, pour les 2 ans à Royal Ascot. C'est le deuxième jour. C'est la dernière course du jour d'ailleurs. Il avait très bien tenu sa partie. Elle avait très bien tenu sa partie. En devançant Bryce Muller, hein, qui avait été en tête de l'autre côté de la piste. Voilà, qui a fini, je crois qu'il a fini premier de son peloton d'ailleurs de ce côté-là. Lui, elle avait pas été très chanceuse à Beverley en terminant bien derrière Maolam, qui était deuxième et qui a depuis assez bien couru puisqu'il a terminé troisième des Queen Mary à Ascot. Donc voilà. Bon, parmi les Anglais, je détacherai plutôt le 3 et le 6. Voilà. Et puis, évidemment, faut faire attention à la pouliche d'Andressa parce que je dis toujours, je n'aime pas, et je l'ai encore dit l'autre jour pour Super Cool, même si très bien, Super Cool, je n'aime pas quand Andressa passe de groupe 1, par exemple, à Listod, même si c'était son programme. Par contre, j'aime bien quand cette pouliche-là, elle était engagée dans la semaine dernière, je crois, je sais plus dans quel Méden. Il a refusé de courir le Méden pour courir cette listed. Donc c'est très bon signe. Donc Apollo Fountain, je vais la mettre là-haut dans mes pronos. Oui. Et en plus, c'était un peu le bruit que tout le monde avait, cet Apollo Fontaine dans cette course-là. Voilà. Kevin, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Je vais rajouter que c'était la ligne de Vega en débutant, donc ça peut vouloir dire que d'une, André Fabre estime sa pouliche plutôt pas mal, et deux, que Vega est sans doute très très bonne. Donc du coup, ouais, ça va être elle va essayer de porter un peu haut nos couleurs, parce qu'en plus c'est la seule française contre les Britanniques qui sont en face.
je l'ai annoncé la semaine dernière. Hein. Ah ouais, tu l'avais annoncé, ouais. Et donc voilà, non, globalement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gilles en mettant devant peut-être Vinadam le 3 parce que bah il vient de courir là-bas, c'était pas du tout nul dans le groupe de Ascot. Et puis moi j'avais bien aimé Vasculaire dans la liste quand même. Je trouve qu'il avait plutôt bien gagné son peloton aux quatre tribunes. Mais je pense que ouais, il y a Côté pas du il extérieur à y la a pas du tribune, hein. Il côté était pas extérieur, à pardon. côté. Ouais, ouais. Ouais, excuse-moi. Mm. Et ouais, non, j'aime bien. Je pense qu'il pourra tout de même prendre sa revanche sur Aviation Time. Et puis on peut peut-être éventuellement reprendre aussi Rock Hunter qui a pas super bien couru par contre dans les Norfolk, mais qui avait très bien tenu sa partie les fois d'avant dans les listed, donc on peut se reprendre aussi. Et la deuxième, on passe sur la PSF, ça a réclamé sur 1900 mètres. Et j'ai vu que Julien Philippon a récupéré Central Park West, Gilles. Oui, oui, je crois que c'est un peu sentimentalement. Hein. Oui. Voilà. Bon, après, il le met à un taux où on risque pas de lui prendre. D'ailleurs, il y en a peu qui vont changer d'écurie suite à se réclamer, puis c'est un réclamé ouvert avec des chevaux qui, bah, en principe, enfin pour moi, ne valent pas. Si vous prenez le prix d'achat et vous rajoutez un an de pension, voilà. Enfin bon, il y a des vrais chevaux de course. Mais bon, c'est pas des super affaires. Évidemment, tout le monde, moi, je veux dire, le 12 Bucara, qui a quand même de loin les meilleurs titres. Voilà. Et puis après, derrière, bah, le 8 Tigre, le 6 Star Rock, voilà, c'est les trois que je préfère. Et puis le 2 Kachenko, qui va ensuite découvrir sans doute le gros handicap ou la deuxième épreuve du 28 juillet à Deauville sur 1900 mètres PSF. D'ailleurs, tous ces chevaux-là vont courir le 29 juillet, 28 juillet à Deauville. Kevin? Oh non, pas grand-chose à rajouter, j'avais à peu près les mêmes. Je me posais la question pour Kachenko, peut-être que tu pourras me guider, parce que vu que la PSF va quand même être plus profonde que ce qu'elle est habituellement en hiver, est-ce que ça va pas le déranger, Kachenko, alors qu'il est complètement sur son parcours en plus ici? Oui, bah, je sais plus. Alors attends, je vais essayer de retrouver des perfs au mois d'août. Si, il avait très bien couru au mois d'août l'année dernière. Il est quatrième de Great Rotation, Uzel et Lettis Marble. Voilà. Donc, Ouais, donc ça le dérange pas plus que non, ça ça de le passer dérange sur une pas. Non, il PSF faut d'été, quoi. simplement du rythme. C'est simplement du rythme qui puisse venir finir. Voilà. Par contre, c'est peut-être des conditions qui vont peut-être avantager un cheval comme Tigre. Par contre, celui qui aime bien quand c'est un petit peu Allez, souple oui, et oui, un peu, oui, oui, excitant, ouais. faut voir si on peut revenir ou pas. Voilà. La troisième, c'est le prix Christena. C'est une listette sur 1200 mètres pour des 3 ans cette fois-ci. On va aller avec toi, Kevin, cette fois-ci. Ouais, on va reconduire. On va éprouver surtout la ligne du prix Marchandeur dans laquelle Just a Secret je crois que Yann Lerner avait prévenu qu'elle revenait très très bien et elle l'a prouvé en s'imposant devant Flair et devant Grand Scoop. Donc on va éprouver la ligne une nouvelle fois. J'ai envie de reprendre quand même le numéro 7, Mr. Florence, pour André Fabre, et puis le numéro 8, Shamrock Leader aussi, qui a gagné pour sa rentrée, lui qui avait bien couru à Médane cet hiver, et qui dans un lot comme ça, a quand même une très belle carte à jouer, à mon avis. Gilles, Shamrock Glitter sur 1200 mètres, ça te pose un problème ou pas? Non, ça me pose pas vraiment de problème, mais je rajouterais à ce qui est mentionné par Kevin, je rajouterais le 6, Oui. James Delight, était encore dernier l'autre jour à York aux 300 mètres à peu près, et qui est venu gagner facilement. Voilà, c'était un gros handicap à York pour 3 ans. Il avait 61 kilos. Bon, je trouve que c'est suffisant pour gagner dans cette course. Et puis, comme outsider, je prendrais le 3 Ted Horns. Oui, ce 6, en fait, c'est la plus haute valeur de la course, il est en 50. Mm. On va passer à la quatrième, le prix de Graine, 1900 mètres sur PSF, Gilles, pour des 4 ans. J'aime bien le 9 Havana Six, évidemment. Voilà. Après, je suis pas sûr que la Estelle de départ soit un bon numéro pour elle. J'aime bien aussi le 16 Fearless Cheetah. Et puis, après, le 5 King of Twist et le 4 On y va. Voilà. C'est un peu mes 4 chevaux, mais Havana Six, c'est vrai que, elle avait très bien couru dans une catégorie un peu supérieure sur cette PSF. Kevin? Bah moi, je vais rajouter le numéro 2, Cap Farewell, qui est en super forme en ce moment et bon, par contre, il va porter une montagne de plomb. Mais 64 kg et demi quand même, mais il a bien gagné la dernière fois.
Donc King of Tweets qui a bien gagné aussi la dernière fois, qui doit pouvoir confirmer. Donc Havana Six, comme Gilles l'a mentionné. Un petit outsider, moi, qui m'amuse, c'est le numéro 14, Samba. Je trouve qu'elle a plutôt bien fini à Saint-Cloud la dernière fois. On va se retrouver en bas de tableau et contre des flots qui sont bien en forme en haut, mais je pense qu'elle peut jouer une place à la cote relativement intéressante. La cinquième, on est toujours sur 1900 mètres PSF pour des 4 ans. Avec toi, Kevin, on continue. Ouais, c'est pas forcément évident. On va aller sur les choses à peu près sûres et fiables en ce moment. Donc Martial Hart qui fait absolument toutes ses courses, qui vient de encore très bien se comporter dans une course à conditions. C'est une première chance. On va reprendre Harrison Point qui a déçu dans la même course à conditions, mais qui s'était très bien comporté avant dans les handicaps. Et puis complète avec le numéro 5, Romanello, qui fait toutes ses courses. Et puis peut-être Mistria qui a encore, malgré son numéro de carte, qui a peut-être encore son mot à dire ici. Gilles, qu'est-ce qu'on Et fait de... Chubasco, Ah ouais, évidemment. bah voilà. Gilles, qu'est-ce qu'on fait de Chubasco, le numéro 12? Chubasco, c'est une question de parcours hein, uniquement. Hein. L'autre jour à Nantes, ça s'est pas bien passé. Ça s'était encore pas bien passé non plus à Auckland. À Châteaubriand, ce jour-là, s'il n'avait pas été pris un sandwich, il aurait sans doute gagné. Donc, il a une chance. Il fait bien cette surface-là. Il fait bien. Michael Barzanala le connaît. Le cheval est bien. Il a un numéro correct dans les stades de départ. Donc, il a une chance, mais ça reste des handicaps très ouverts. Je rajouterai le 3, Jaguar Précieuse, voilà, pour compléter la liste de Kevin. La sixième, c'est le prix de Briquebec. On est sur 1900 mètres toujours PSF. Toujours avec toi, Kevin. Ça se simplifie pas tellement. On va partir pareil sur les trucs en forme, genre Eloney qui fait toutes ses courses en ce moment. Mactava qui est dur à l'effort, je pense qu'il peut aller relativement loin. Donc je pense pas que la PCF le dérange du tout. À part ça, j'ai pas vraiment beaucoup d'idées là-dedans, à vrai dire. Peut-être reprendre Kickboxing aussi, le numéro 13. Et puis Maranado qui m'a pas toujours donné raison, mais qui est dans un bon jour, je pense qu'il est capable d'enlever un handicap comme celui-là. Gilles? Bah, oui, c'est très ouvert. Je dirais là, ce Jackie, qui est capable de temps en temps de coups d'éclat. Le 9, Mactaba, j'aime bien. Pourquoi pas le 5 et le Nail. Euh, pourquoi pas aussi, Maranado. Alors lui, il faut qu'il soit monté dernier. Donc, faut voir si on peut revenir, le 12. Et puis, je rajouterai le 15 Béni. Voilà. La septième, on est toujours sur 1900 mètres, le prix de Rocheville. On va aller avec toi cette fois-ci, Gilles. C'est que t'adores ces courses-là. Ouais, oui, timidement, là, ce Atlantica, je dirais le 8, Vandarina, qui est redoutable, et puis pourquoi pas le 9, Red Crazy, mais voilà, c'est pas Plus que chaud que ça, voilà. sans plus dire. Voilà, Non. Kevin. C'est affreux. Non, dans un lot comme ça, moi j'aime bien prendre ce duo de tableau. Donc Atlantica qui est plutôt en forme en ce moment. J'ai peut-être envie de reprendre Osé encore une fois parce que c'est pas fameux en ce moment, mais sur ce qu'elle a montré dans ses bons jours, c'est quand même une première chance dans un lot comme ça. En bas de tableau, je vais reprendre Maguro. C'est pas trop mal en ce moment. Puis on va peut-être surveiller le numéro 11, Top 5, qui a été supplémenté. Elle vient de faire sa rentrée. Et elle a fait des trucs sympas dans les handicaps par le passé. Donc quand elle va si elle retrouve sa forme, ça peut être. La huitième, on va aller avec toi, Gilles, que c'est un beau réclamé, il y a que des bons chevaux. Oui, là, ce Racan, hein, qui est un spécialiste des PSF, trouve à mon avis un engagement favorable, tout comme le 2 Pedrito. Et puis le 4 Griegos, voilà. Puis pour ceux qui veulent faire des Z4, je rajouterai le 8 Crew Dragon. Kevin? Ouais, pareil, pas grand-chose à inventer. Donc les mêmes dans le même ordre. C'est que le 8, 50 kilos, c'est intéressant avec faire Remouet. Et la neuvième, on va finir avec toi, Kevin. Ouais, c'est un championnat, il me semble, avec les apprentis et jeunes jockeys. Euh, moi j'aime bien ce duo globalement. Que ce soit Meguewell numéro 2, le numéro 1 Dragon Love ou éventuellement ouais River de Rennes, ouais, ça peut être pas si mal sur sa bonne valeur. Et puis voilà, éventuellement le numéro 7 Presilia sur ce qu'elle sait faire de mieux sur une distance qui devrait bien lui convenir. Gilles? Moi, je vais rajouter le 8 Falwicker Jack, hein, qui avait gagné en août 2023 sur ce tracé.
Il a pas mal couru le Jura Dieppe, donc pourquoi pas. Très bien. Alors ça, c'était pour samedi. Je rappelle, c'est une semi-nocturne. Dimanche, ça, c'est une belle réunion avec une réunion 100% ligne droite, je me trompe pas. Tout sur la ligne droite, sur l'herbe. On va commencer avec le quintet, 15h15 sur 1200 mètres, c'est le prix de la place de Morny, la place Morny. Gilles, quelles sont tes bases dans cette course-là? Ouais, des bases, je dirais le 7 Perpen, hein, qui a gagné sur ce tracé déjà. Il est un tout petit peu plus haut qu'il n'était. Le 12, The White Plating, je le reprendrai. Le 2 Rock Boy, je sais pas pourquoi il a été quelque peu décevant l'autre jour. Et puis le 3 Tudo Ben, voilà. Ça en fait 4. Je rajouterai le 14, Whistle and Flute. Ça en fait 5. Et tac, tac, tac. Et puis pour une énorme surprise, le 9 Big Death Blues. D'accord, Kevin? Ouais, c'est vraiment pas évident. Bah, moi, j'aime beaucoup Ismaël Payne quand même, le numéro 16 qui tourne un petit peu autour du pot en ce moment. Il vient de finir deuxième à ce niveau-là, donc la corde 1, je pense pas que ça le désavantage du tout. Donc voilà, j'en ai fait mon favori très très timidement. Moi, j'aime bien le numéro 2 Rock Boy quand même, ça devrait être intéressant pour ses débuts à ce niveau. Le Torpen, je suis comme Gilles, j'aime bien aussi, d'autant que le raccourcissement de la distance devrait pas le déranger du tout, au contraire. Chirimiri, le 8, j'ai bien aimé la dernière fois, elle a plutôt bien fini, elle est raccourcie, mais ça va pas du tout la déranger, elle a des très bonnes références sur 12. Et puis numéro 11, Forchester, qui est plutôt en forme en ce moment. Et voilà, on peut en citer quand même pas mal, donc je vais m'arrêter là. Vous m'avez pas parlé, alors, Euh, un cheval en forme, c'est quand même le 6 Centenario, non? Il a complètement pas été retrouvé, celui-là. Ça se complique, non? oui, il a pris 6 kilos. 4, je crois, Non, en 2 ouais. tours sur sa Ouais. victoire, non? Il a pris, En tout, il a pris, Oh, en tout, il a pris 6, mais par contre, je pense qu'il est quand même meilleur sur un peu plus long. mm. Mm. Pas bon, en tout cas. Donc voilà, vous avez donné à peu près vos choix dans ces courses-là. La première, bon, c'est une course inédite. Gilles, est-ce que tu as des bruits? La première, hein, si j'ai des bruits, oui, j'ai plusieurs bruits. J'ai des bruits sur la Fable, le 3, Timador. J'ai des bruits sur le 7, Cacophonix. J'ai des bruits sur... enfin, je suppose que le 2, Pena, qui a un engagement... j'ai regardé les engagements, donc il a des très bons engagements, le 2. Donc voilà, je dirais comme ça, 3, 7, 2, mais à voir. Kevin, t'as pas de bruit particulier? Puis pas de bruit particulier, mais aux origines, ce qui sautait aux yeux, c'était surtout le sel cacophonique, hein. C'est un fils de l'EPT Vega et Pizzale qui était une demoiselle tout à fait honorable. Donc j'ai un petit peu mon favori. Timador, j'aime bien aussi. Il devrait y avoir un petit peu de vitesse. Estepona, comme a dit Gilles, il y a de bons engagements. Et puis on va compléter avec Uchona, le fils de Woody, qu'entraînait d'ailleurs Francis Graffard, qui peut avoir des ambitions intéressantes dans cette jeu. Donc là, c'était les poulains. La deuxième, c'est les pouliches. Gilles, même question. Les bruits, il y a beaucoup de bruit, voilà. Ah, oui. Le peu que j'ai entendu sur l'As qui avait été acheté, je crois, 320 000, la fille du Blue Point, à Corey Beach. J'ai des bruits aussi sur le 4 Calarossa. C'est vraiment une origine de vitesse, là. J'ai des bruits sur le 8, même si elle avait, je crois que le dernier galop était pas extraordinaire. Le 9, ça doit être bien aussi. Alors, une Bird, sans doute le 11, Epson Blue Sen. Enfin, il y en a plein, hein. Mm. Peut-être le 6, Morena Queen, hein, qui était acheté 400 000 au Breeze-Up. Voilà. Il y en a plein, faut les voir. Et puis, vous savez, les bruits, ouais. Hein. Pas plus. Bon, Bon, bref. bon, Kevin, un truc à rajouter ou pas? Non, j'avais noté globalement Très les bien. mêmes, donc Allez, la troisième, c'est le quintet, on en a parlé. La quatrième, c'est le Jean Prat. Le prix Jean Prat, hein, le groupe 1 sur 1400 mètres. Gilles, dans cette course-là, on partirait de qui? Je trouve pas que ça soit un lot extraordinaire. Zandi, le 11, est là pour faire le train pour le frère de Frankel, qui est deuxième des Steak. Mais enfin, c'est un groupe 3 à Scott. C'est pas un groupe 1. Moi, je sais pas, je tenterai le 8 Vespertilio, le 10 Romantic Style et le 12 Katmandou. Voilà. Mm. Rappelez qu'on a on a le demi-frère de quelle Frankel dans la femelle. course, hein, qui Couli, le numéro 4. Kevin? Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ouais, ouais. Mm. Kevin? Bah, moi, je l'aimais bien quand même, Piccoli, parce qu'en plus, Scott, c'est quand même la ligne de la team qui avait été battue par Rosa Lyon dans les Guinées néerlandaises. Ça donne un petit peu de relief à ce qu'il a fait quand même à Scott.
Sachant qu'il a fait absolument toutes ses courses jusque-là. Vu la qualité du lot, je pense que ça doit pouvoir suffire pour jouer la première place. Donc moi, j'en ai fait mon favori. Je pense que Sagir, le numéro 2, a été quand même bien amené pour ça. Donc je tiens pas complètement compte de sa troisième place de la dernière fois dans le pôle de Moussac, qui était pas nul, mais qui était quand même un tout petit poil décevante par rapport à ce qu'il avait fait avant. Donc j'ai envie de le reprendre. Dans la même course, d'ailleurs, j'avais bien aimé la fin de course d'Havana Cigar, le numéro 7, qui a gagné le droit de s'aligner au départ de ce prix Jean Prat avec quelques ambitions. Et puis on va espérer quand même revoir Bovatier un petit peu plus à son affaire sur une distance qui, je pense, est sa meilleure. Et sur un parcours qui devrait plutôt mieux lui convenir que celui de la poule d'essai. Et après, côté femelle, hein, comme a dit Gilles, le Romantic Tile qui sera raccourci, ce qui ne devrait pas non plus la déranger. Le 8 Vespertilio qui a fini troisième de la poule d'essai, si je me trompe pas. Et puis voilà. On a noté que Christian Demuro, là, parce qu'on parlait d'Havana Cigar, Christian Demuro qui devait remonter dimanche, il m'avait dit qu'il devait remonter dimanche. Apparemment, il n'est pas suffisamment, son pouce n'est pas suffisamment rétabli pour qu'il puisse se mettre en scène. Très bien. Bon, on espère le revoir bientôt, quand même, le retour de Oui. Christian. Pour le gros meeting, quoi. La cinquième, c'est le prix Amandine. C'est une listed pour des 3 ans, pour des pouliches de 3 ans avec toi, Gilles. Alors là aussi, c'est pas facile, hein. Je dirais timidement là, See You Around, qui m'a quand même surpris agréablement dans la poule des pouliches en terminant cinquième avec les œillères pour la première fois. Avant, c'était des œillères australiennes. Je me méfie je reprendrai le 9, Fair Angelica, la Richard Hughes, qui avait 4 victoires en 5 sorties avant un échec le 21 juin à Ascot dans le gros handicap pour des femelles. Voilà, ce jour-là, elle avait 56 et demi. Je suis un peu perdu. C'est pas le lot du siècle, hein. Et puis la pouliche présentée par Owen Burroughs, le 8, Amy Harris, pourquoi? Mais bon, c'est pas, c'est pas de grande conviction. Ouais, idem. Bah ouais, moi je partais aussi de See You Around qui a quand même très très bien couru dans la poule d'essai. Et dans un lot comme celui-là, ben, je pense que ça doit pouvoir suffire. Et sur une distance plus courte qui va pas la déranger. Bah moi, Mia Harris sur la ligne du Texanita d'ailleurs, juste tout près même de Classic Flower, qui a confirmé ensuite à Ascot en courant très bien. Je pense que c'est plutôt solide aussi. Et ouais, un petit truc marrant là-dedans, pour moi, ça sera le numéro 6, Shikariak, quand même, qui va monter de catégorie, mais à Saint-Cloud, je trouve qu'elle a vraiment très très bien fini. Ça peut être assez amusant ici, et je compléterai avec les Pavot qui aura des œillères australiennes pour la première fois. C'est un petit peu raccourci, mais qui devrait plutôt bien faire dans les conditions du jour, je pense. Ah, et la sixième, c'est le prix Doris Orangis. C'est un groupe 3 sur 1200 mètres avec, alors ça, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font avec ce cheval-là. C'est Tribalis, le numéro 1. Gilles, bon, il court toujours pas groupe 1. Voilà, il court un groupe 3. Qu'est-ce qu'on fait avec Tribaliste? Bah oui, il a gagné le groupe 2, il a gagné le groupe 3, il a couru le groupe 1 à Châtine, mais c'était trop long. Ah, moi, c'est un peu la distance qui Hmm. m'inquiète. Bon, le fait de rendre 2 kilos, c'est sans doute pas très gênant, mais ah, je sais pas pourquoi c'est 1200 mètres groupe 3, quoi. C'est pas- voilà, mais enfin bon, je vois une bonne chance, et puis derrière, je reprendrai l'arrivée du mérite de Guest de l'an passé, c'est-à-dire où Spycatcher terminait deuxième devant Saint-Laurence, et troisième. Voilà, bon, Spycatcher, c'est un vrai spécialiste de la ligne droite de Deauville. Il aurait préféré un terrain un peu plus souple, voilà. Et puis le Shoot VB in the Ring, là, le Richard Haddon, le 6, pourquoi pas. Voilà, je suis plus As 4, 5, 6. Voilà. Bah, moi, pour Tribaliste, j'ai ma petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais je me demande si on tente pas dans le camp d'André Fabre de faire le doublé entre le De Guest et puis le Jacques Le Marois le mois prochain, tout simplement. Qui Ah, c'est expliquerait préparatoire, pourquoi hein. on le raccourcit là et qu'on tente le coup, en lui donnant un petit peu de vitesse pour le remettre sur le parcours aussi. Et puis en tentant un joli pari, je pense qu'il en a les moyens. En classe pure, s'il est pas trop pris de vitesse, je pense que ça, il vaut largement cela. Donc ouais, si c'est le pari auquel je pense, c'est un pari qui est très tentant et qui se tient largement.
Donc oui, dans le Spycatcher, qui est en plus le tenant du titre de l'année dernière et qui avait ensuite confirmé dans le Maurice de Guest, qui s'impose comme une base très logique. Moi, j'aime bien Chartache qu'il faut reprendre, je pense. La dernière fois, c'était pas si bien que ça, mais avant, par contre, c'était très bien. Il y a le numéro 11, Electric Storm, qui a l'air d'être en plein boom, qui vient de gagner une Lifted à Haydock de bonne manière. Et puis un petit truc amusant, peut-être le numéro 2, Bresky, qui raccourcit aussi, qui est plutôt un spécialiste des 1400 mètres. Et d'un terrain un petit peu plus souple, mais avec un peu de pain et une bonne pointe, je pense que il pourrait prendre une place à bonne cote. La 7e, c'est le prix Goldikova. On va sur 1600 mètres. On va rester avec toi, Kevin. Ouais, là encore, c'est pas forcément un lot évident du tout. Et je dirais timidement Lefty parce qu'elle redescend de catégorie et que la dernière fois contre les mâles, c'était pas si mal que ça. C'était dans le Bertrand Dubreuil. Je pense que ça peut suffire pour jouer un premier rôle là-dedans. J'aime bien le numéro 13, Rose Freak aussi, qui a fini 13e à ce niveau-là à Kempton pour sa rentrée et qui a confirmé ensuite. Je pense qu'elle a une bonne chance là-dedans. Je me méfie des deux élèves de Jérôme Régnier, que ce soit Belle et Grise ou Pienza Enemy, qui vont avoir les numéros 9 et 10. Pienza Enemy qui a fini deuxième de liste en Italie. Belle et Grise qui a quand même de bonnes références, qui doivent avoir leur importance ici. Et puis en haut de tableau, le numéro 1, Excellent Chauve, qui vient de faire une rentrée et qui avait quand même gagné groupe l'été dernier sur cette piste. Gilles. Oui, j'ai en gros les mêmes. C'est une course extrêmement ouverte. Je rajouterais, je ne sais pas où elle en est, qui effectue une rentrée, c'est-à-dire le 4, Naomi Lapalia. Voilà. Et puis, j'ai toujours bien aimé Turn Carswills le 2. Alors, comme souvent, les femelles au printemps, c'était pas terrible. Si elles montrent une meilleure forme, pourquoi pas. La 8e, c'est le prix Rouleau de Chambure. C'est une listette pour des 2 ans. Avec toi, Gilles. Ouais, je reprendrai Tego the First, le 3, qui sera sans doute mieux 1400 mètres en tournant. Voilà, le 5, Madero a fait belle impression lors de ses débuts victorieux. C'est le choix de Maxime Guillon, donc je dirais 3 et 5. Kevin? Ouais, la même chose dans l'ordre inverse, parce qu'il a plutôt bien gagné en débutant. Je vais compléter avec le numéro 6, Griselda. En plus, c'est la ligne de Madero. Elle a gagné sa course ensuite. Et 1400 mètres, ce sera plutôt bien pour elle. Et puis numéro 4, Gondolo, qui a gagné justement grâce à sa tenue à Saint-Cloud sur la même distance. Bon, il va passer un test ici, mais je pense que c'est plutôt bien aussi. Qui est sans doute en dessous de Madero. Et la dernière, la 9e, c'est le prix de la Fontaine-Morny. La 2e épreuve handicap. Toujours sur 1200 mètres ligne droite. Gilles, pour finir avec toi. Allez, timidement le dit Simply Lovely, je dirais Scarface, qui fait toutes ses courses, le 5. Je rajouterai aussi le 4, Michelangelo. Et le 3, Bakilid. Voilà, bon, c'est pas toutes mes courses, mais ça doit pouvoir, j'espère, être de bons conseils. Kevin? Ouais, j'avais à peu près les mêmes. Je vais rajouter le numéro 15, True Roman, qui a gagné beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît, je trouve, la dernière fois. Oui, je suis Il est d'accord. pénalisé que de 2,5 kg. Je pense que ça lui laisse la marge pour jouer encore un premier rôle. Mais sinon, j'avais globalement les mêmes que Gilles. À la semaine prochaine! Merci. Bonne soirée, bon week-end, bon jeu. Belle réunion sur l'hipporome d'Anguien ce samedi. C'est avec vous, Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alors, le Z5, c'est une belle course, une course européenne. Groupe 3, le prix du Louvre. Un favori, indéniablement. Il vient de s'imposer à Vincennes, mais Vincennes n'est pas Anguien et l'inverse est vrai également. C'est du Torche, Josco de Fit. C'est une attraction, peut-être. C'est Caviarissime, le numéro 5, qui vient d'être vendu. Philippe Allaire, il a rejoint les box de Mathieu Mautier avec les couleurs de notre ami. On le salue également, Christophe Brideau. Est-ce que Josco de Fit, c'est un bon favori, Alex? Au vu de ce qu'il vient de faire dans la course de référence et la manière avec laquelle il a gagné, on est obligé de lui faire confiance en priorité. Mais, Après, c'est vrai que le profil d'Anguin et n'est pas voilà. Vincennes. Maintenant, on sait que Anguin favorise également les chevaux qui vont devant. Lui, il a la capacité de le faire, donc il peut tout à fait répéter. Il a couru 2 fois Anguien, 2 bulles, hein. J'ai vu. Mais Mais bon, il n'était pas c'était en déféré. 2022, il n'était pas déféré.
Et le Giosco de Fitz d'il y a 2 ans n'est pas le Giosco Fitz de maintenant. Tout à fait. Voilà qui est dit. Caviarissime, ça vous plaît? Il y a peu de 4 ans au départ dans cette épreuve qui est ouverte aux 4 et 5 ans. Ouais, je l'ai classé en 7e position. Après, il a le droit de prendre une place hein, dans cette Alors, configuration. Le cheval est en forme. Il a fait quand même des prestations plutôt encourageantes depuis le début de l'année, donc il peut tout à fait se placer. Et le changement d'entraînement avec Mathieu Mottier peut également être payant. alors, j'étais très surpris lorsque j'ai regardé le site du trot pour voir qui avait mis des rouges là-dedans. Il y a très peu de rouges finalement. Pourtant, il y a des chevaux qui n'ont, à mes yeux, pas trop de chance. Jasmine, Ferré, Jaguar du Goutier, Ferré, Diva del Ronco, Ferré, Kamehameha, Ferré et très longue rentrée, très longue absence pour ouais, se placer de groupe 1. Jasmine Montreux, ça va être, à mon sens, assez compliqué, tout comme le numéro 11, Capola de l'Épine. Et pour finir, on a le Quin Rouge. Je pense que vous allez me parler en tant qu'outsider de Jet Express et de Jericho. On y va avec Jet Express. Alors, Jet Express, les 2 dernières fois, c'était murmuré, c'était fantastique. 2 fois 7e. Alors, je ne sais pas, parce que 2 fois pas de rivet offensif, finir et se contenter de la 7e place. On va poser la question, est-ce que Philippe Daujar le fait exprès ou est-ce qu'il n'y arrive pas? Non, après on connaît la méthode d'Aujar, il veut tout faire pour préserver son cheval, donc il veut pas le déférer pour le moment, il veut Je ne parle attendre. pas du déferrage, Voilà, je je veux pense dire, que l'avenir lui donnera raison. C'est vrai que quand on est turfiste et qu'on joue, on se gratte un peu la tête. Maintenant, pour l'intérêt du cheval, ouais, ça peut donner raison à Philippe Dauger pour la suite. C'est un très très bon cheval. Ce qu'il fait actuellement en étant ferré, ben ça devient rare. Donc, voilà, je comprends la méthode Philippe Dauger, mais je peux aussi comprendre le mal de tête des turfistes quand ils les mettent sur un ticket. dans votre sélection, il est combien Jet Express? Je l'ai mis 4e. 4e. Et Jericho, quel engagement? Jericho, je l'ai mis 5e, car c'est vrai que la dernière fois, il a quand même été assez décevant dans la course de référence. Voilà, après, j'ai pu lire que le cheval n'était pas dans un grand jour ce jour-là. Donc, évidemment, hein, il faut le garder, hein. Donc, si j'en déduis votre affaire, Jos Godfit, c'est votre favori, on est d'accord? Ouais. Ouais, donc derrière, vous avez mis Germain Brion et Juste à midi. Non, j'ai mis en 2e position le 10 Saint-Pésirio Tessi. Ah, mais pourquoi? Il m'avait fait des impressions du tonnerre l'hiver dernier à Lorsqu'il était Vincennes. drivé Et par Franck Ouvry. j'aurais même pu le mettre en tête hein, quand on reprend les D'accord. lignes avec Corsi Dream, sa 4e place du Critérium Continental. Après, c'est un cheval très compliqué. Il est pas facile à la volte. Alexandre Brevard pourra essayer de le dompter. Mais voilà, je l'ai mis 2e. J'aurais pu le mettre premier ou voilà, après le prendre en base, évidemment, c'est très compliqué. Je pense que la base, c'est vraiment Giosco de Fitz. J'ai mis Germain de Brion le 6 en 3e Mhm. position. Lui est vraiment transformé à l'heure actuelle. Il est très performant déféré des 4 pieds. Même si on le préfère un peu sur courte distance, je pense que piste plate, il va falloir compter avec lui. Donc, s'il fallait dégager 2 bases, je dirais 14 et 6. J'ai mis le 2e parce que je suis un fan de ce cheval-là, mais c'est un vrai coup de poker. Allez, livrez-nous tout votre pronostic chiffré, Alexandre. Alors, le 14, le 10, le 6, le 4. Donc, ensuite, le 13, Jericho, le 7, Just à midi, le 5, Caviarissime. Et j'ai gardé quand même l'As, Diva del Ranco, même si elle est ferrée. Elle a déjà fait des trucs, elle a toujours bien fait en gain. Donc, elle, contrairement à ce qu'on a dit il y a 5 minutes, je pense qu'elle n'est pas dans les écartés de la course. Fantastique. La suite de cette réunion d'Anguin et les autres courses, et notamment une étape du Trophée vers dimanche, c'était avec Samy Boisa et vous, Alexandre. Salut Voilà. Alex, on va commencer avec cette première à 13h23 pour ce Anguin. On est à l'attelé pour des pouliches de 4 ans, Alex. Ouais, course très ouverte, hein. Le 7 Capella Dry est en forme et peut répéter. Le 14 Cassien avec Johan Le Bourgeois, attention, je pense qu'il avait le choix des drifts dans cette épreuve. Il va accorder sa préférence. Derrière, qu'est-ce que j'ai gardé? Le 13 Kelly Princess qui a trouvé son maître avec Eric Raffin. On peut citer l'Aski 6 Royal et pourquoi pas le 11 Keloa Stardust. Ce sera mon outsider de cette épreuve. La deuxième, c'est le prix d'Armentières. On est au monté pour des 4 ans cette fois-ci. Ouais, le 11, Keller Deol, hein, qui détient les meilleurs titres récents. Il redescend comme de catégorie, c'est un bel engagement pour lui. Le 4, Kilou Dimer, qui a déjà gagné en gain, qui est déféré des 4 pieds.
Ma bête à chagrin, je vais vous la redonner, c'est l'As Kingston de Blary, hein. S'il était sage, pour moi, il pourrait remporter une épreuve de ce genre, il y aura une belle cote. Maintenant, on commence à en avoir un peu marre. Et le 2 Koala, qui viendra ensuite et qui reste sur des bonnes tentatives sur l'essai. La troisième, c'est le prix de l'école militaire. On est, cette fois-ci pour des poulains et hongres de 4 ans, toujours tous les 4 ans, mais à l'attelé. On revient à l'attelé sur 2150 mètres. Cheval de classe 12, Casar, qui fera une rentrée dans cette épreuve. Maintenant, il est capable d'aller très vite pour finir. J'aime bien aussi ce Knock qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Le 11, Kéops Bourbon qui est en forme. On peut citer le 5, Quantissime Winner, ou encore le 7, Cancan avec Eric Raffin qui se plaît sur les courtes distances. La quatrième, on en a parlé, c'était le quintet. La cinquième, alors là, on passe à des 8 et 11 ans sur 2150 mètres, c'est le prix d'Orgeval. Ouais, des vieux comme je les aime. Le 6, Grégor Las, Faucon de l'Alba, je pense à un match à 2 pour la victoire. Je vais racheter le 2, Feu Vert, qui est bien placé en première ligne. Et j'aime bien le numéro 4, Gucci de Barbe également. La sixième, c'est le prix de la Manche. Il y a un Z5 dans cette course-là. C'est pour les 5 à 11 ans, un groupe 3 en plus, à l'attelé. Ouais, c'est une top épreuve, hein. Alors, je me suis un peu gratté la tête entre Y de Ceylan, Harley Gemma, Gaspard Nangis. Finalement, j'ai fait confiance au 12 Gaspard Nangis, car il va retrouver son bonnet fermé. Et il est vraiment très efficace avec cet artifice. En plus, je me suis dit, il va peut-être pouvoir rapidement combler son handicap initial. Il n'y a pas franchement de chevaux pour aller devant. Donc, je le vois bien renouer avec la palme dans cette épreuve et abattre donc le 8 Y de Ceylan, le 6 Harley Gemma. Attention, au numéro 9, Arlène Debussy, qui sera nettement mieux sur ce. La septième, c'est le prix de Rome, un autre groupe 3, mais pour des 3 ans cette fois-ci. Ouais, pas grand-chose, je pense, à inventer. Le 7 Franck Bio, hein, qui devrait poursuivre sur sa lancée. Le 8 Little Brown qui nous doit un rachat. Le 3 Largo de Castel est en forme. Et attention au numéro 11, Terrain en face, qui vient de très bien courir dans la course de référence. La huitième, c'est le prix du Moulin Rouge. Il y a un Z5 encore dans cette course-là. C'est pour des 7 ans à l'attelé, Alexandre. Oui, bah, l'attraction de la course sera le 5 Hurricane Carter, hein, qui va tenter de répéter ses victoires. Cheval qui se plaît sur la fraîcheur et qui apparaît encore en gros retard de gain. Pour la deuxième place, j'aime bien le 11 Houston Pagelo. La rentrée était bonne avec Siffet. Je m'en méfie beaucoup. Et après, j'aime bien les deux étrangers, le 6 Bayard et le 4 Garth Weider. Et la neuvième, la dernière, c'est le prix d'Estrie. On montait pour des 5 et 6 ans. Moi, je détacherai trois candidatures. La Jupiter du Perche qui manquait d'un parcours la dernière fois. Le 4 James of Carly qui se plaît tout particulièrement sur les courtes distances. Et j'aime bien le 3 Jazzy Tourgeant qui est annoncé en mode course d'entrée de jeu. Voilà, pour Anguin, on a regardé Vichy, Alexandre? J'ai regardé un peu Vichy, on aura la Speed Cup Oui. notamment, et j'aime beaucoup dans la deuxième batterie, hein, le 6 GIS, qui a beaucoup de vitesse, qui va s'entendre à merveille avec JMB. Je pense que c'est vraiment un favori tout indiqué dans cette deuxième batterie, donc c'est la deuxième course. Forcément, il faudra battre le 7, hein, Hello Paname, le 4 Guerrier Castellet. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans la Réunion? J'aimais bien dans la troisième course le 12 Ignace de Beaubry, encore avec Jean-Michel Bazir, malgré le numéro un peu défavorable. Il est déféré des qualités pour la première fois. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans cette réunion? Dans la sixième, on a le 11, un Kaiser Begania et le 12 King Dupont, qui est à racheter. Attention, numéro 8, Seco Seven. Et enfin, la dernière courte, la huitième. Des poulains intéressants. Le 6, c'est un Lucifer du Cailleux. Le 7, Love de Bourville. Et l'As, Fort Tonique. On rappelle que cette réunion est en nocturne, hein, samedi. On commence vers 18h. Et dimanche, il y a le trophée vert à Bernay, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai déjà regardé la réunion de hier, peut-être. Ah, Est-ce bon, on qu'on peut faire hier, oui. on fait un point de hier? Donc hier, Alors, je me mets sur ça sera hier. dimanche, hein. Oui. Hier, qui va être une réunion assez facile, je pense, hein, pour nos amis par ailleurs. Dans la première course, j'aime beaucoup la Siggy Fafa. C'est le moins riche de l'épreuve, mais je l'ai vu gagner des ferrets des 4 pieds à Vivo. Il l'a fait vraiment avec de la marge. Je pense qu'il peut répéter. On enchaîne avec la deuxième, si les partants veulent bien s'afficher. Dans la deuxième, ça va jouer entre le 7, un Fuchsia du Rib, qui a été vraiment préparé avec soin pour cet objectif, et le 11, Houston des Cajules. Attention, numéro 2, Hippocrate, hein, qui a joué de malchance en dernier lieu. La troisième, c'est le Grand Prix à hier, hein. Moi, j'aurais un partant, c'est le 3 Forbach, qui devrait rassurer dans cette épreuve-là, qui est vraiment un objectif.
Après, je pense que pour la course, c'est le 8 Fosterwood et l'As Alicia Bella. Je me mettrai troisième avec le 3 Forbach et derrière le 7 Douglas Dupont. Après, dans la quatrième, l'As J'y suis, j'y reste, hein, qui est en retard de gain. Yannick Henry, quand il vient à hier, souvent ça se passe bien. Vous pouvez faire le couplet avec le 7 Joueur du Metz et le 6 Jurk. Dans la cinquième, ensuite, la cinquième, c'est un peu plus ouvert. Le 5 Ken Clark, hein, s'il est sage, peut mener sa tâche à bien. Il doit abattre les femelles, le 3 Katinka Dokkan, le 4 Kinaya Dokkan, et j'aime beaucoup le 10 Kingsday. Dans la sixième, c'est l'épreuve pour apprentis. Je pense que le Ice du Loir, avec Lana Henry, qui arrive dans sa période de forme, s'annonce assez dur à battre. Dans la septième, c'est la course des L. Celle-là, je pense qu'il faut la passer. Et dans la huitième, la course montée. Le 3, Illico Julery, à battre le 6, Copec de Vivoin. Et derrière, on peut garder le 2, Jaguar à tout, le 5, Gold d'Alba. Voilà, ça c'était pour hier. Là, ça sera en semi-nocturne, je ne pas dimanche. Je vois 16h, 16h35. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, donc, on a le trophée vert sur l'hippodrome de Bernay. Alors, voilà, Bernay. Notre ami Jules Curren sera gaz de mais il le laisse ferrer. Donc, ça va pas être une priorité dans cette épreuve-là. Le 4, hein, Indusval avec Johan Le Bourgeois. Le cheval est en grande forme. Je sais qu'on est vraiment conscient dans l'entourage. Ça fait partie vraiment des priorités dans cette épreuve. Le 14, Invictus Madiba avec Franck Nivard et son entraînement de Sébastien Garato. Attention. Devant, qu'est-ce qu'on aura d'autre là? Ivan Gika de Loup, qui est à reprendre, hein, qui a laissé des regrets le dernier coup à Savigny-sur-Bray. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on peut donner encore dans cette épreuve? Le 11, hein, Eradames, hein, qui est vraiment irréprochable. Très bien, bah, merci beaucoup Alexandre. Quelle est l'actualité un peu de l'écurie des Koopman et... Pas mal de partants ce dimanche. J'aurai une bonne chance, hein, sur l'hippodrome d'Écomois avec Jaffar de Liton qui viendra assurer en dernier lieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Joanna Gold aussi qui sera du côté de Bernay qui vient de faire une bonne course sur l'hippodrome de Laval. Il y a aussi une meeting de Cannes qui va attaquer lundi. Voilà, j'ai un petit cheval sympa, s'appelle Jericho Badra qui peut pourquoi pas prendre une place. Mardi, j'aurai sur les programmes de Cabourg un cheval que j'aime bien qui s'appelle Flambeur Royal, qui peut prendre une place. Donc on a parlé de Forbach dimanche sur les programmes de hier. S'il fait sa valeur, il a une bonne chance à défendre. Lundi, j'aurai également Keridan de Soyora à Cannes, il sera déféré des 4 pieds. Et je pense qu'il peut faire un truc intéressant s'il est sage. Et mercredi, qu'est-ce que j'aurai d'autre? On aura Luc du Lupin au trop monté qui pourrait croquer une 4-5e place comme il aime à le faire, hein. Voilà, très bien, beaucoup, beaucoup d'actualités. On rappelle, hein, de coupe tuyau. Et tu as également tu en avais parlé il n'y a pas longtemps, d'une nouvelle page ou un nouveau site? Je Ouais, sais plus. on a monté donc tous les jours une page épique, en fait, une édition qu'on peut télécharger en PDF, où on traite toutes les réunions premium françaises. Donc là, on l'a mise gratuitement sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, en accès libre, et on va après voir pour la monétisation, évidemment. Mais voilà, les clients sont très contents pour le moment, avec des choses très visuelles, une bonne réussite, hein, depuis le début. On essaye d'être vraiment au service des turfistes et voilà, j'ai des commentaires très positifs des gens, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent venir suivre la page, ça se trouve sur deux Coupe by Turf, ou alors vous venez voir sur mon profil Alexandre de Kopman tout simplement, pour suivre, hein, tous nos pronos pour toutes les réunions premium françaises. Bah, merci beaucoup Alexandre. Eh ben merci. Cette émission se termine. On remercie Philippe Bouchard qui était notre invité aujourd'hui. On remercie également Dimitri de Jesus Race. Merci pour son témoignage. On espère qu'il aura des réponses du trot prochainement. On remercie Alexandre Descoupane pour le trot, bien sûr. On remercie Dominique Cordier. On remercie Gilles Barbarin et Kevin Nicole pour The Turf. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et pendant ce temps-là, likez, partagez et abonnez-vous surtout à ce programme, surtout notre plateforme, c'est-à-dire YouTube, SoundCloud, Apple Podcast et plein d'autres. Merci à tous. À la semaine prochaine. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.